Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Il y a un sondage ce matin qui montre que les Français sont de plus en plus inquiets pour le pouvoir d'achat. Est-ce que ça vous paraît justifié? Les Français sont parfaitement lucides, effectivement. Eh bien, écoutez, quand on voit la mauvaise gestion de la question de l'essence, par exemple, où on nous promet un retour pendant 3 mois à la situation du mois de mai, dans le meilleur des cas, c'est pas ce que j'appelle une promesse de campagne tenue. Quand on voit l'annonce d'une baisse réelle. Oui, l'annonce d'une probable hausse de la CSG, quand on voit Gaz de France réclame un rattrapage de 40 € pour tous les Français, ce qui pour beaucoup de familles françaises pèse très lourd sur le porte-monnaie, effectivement. Et puis il y a l'héritage des 25 taxes Sarkozy. Ne l'oublions pas, le président du pouvoir d'achat nous a laissé quand même un lourd héritage aussi en matière de baisse du pouvoir d'achat. Et donc effectivement, les Français ne voient pas de perspective parce qu'il n'y a rien qui est fait pour la relance notamment des salaires, la relance des revenus, la relance des petites retraites, alors que c'est là qu'il faudrait mettre l'accent et la priorité. Mais comment est-ce qu'on peut relancer les salaires dans une économie en crise? C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a des solutions. Vous savez, déjà, au-delà de la résolution d'un problème structurel, un problème de crise dont on devra reparler, les salaires, vous pouvez injecter directement, on l'avait dit, 200 € jusqu'à 1,5 fois le SMIC. C'est-à-dire à peu près 1 500 € net. Pour cela, il faut que l'État prenne en charge des cotisations sociales salariales. Ça ne coûtera rien à l'entreprise. Et compenser, il faut être imaginatif, par une taxation de 3% sur les importations à nos frontières pour financer tout cela. Voilà comment donner immédiatement du pouvoir d'achat. Mais vous mettez une taxe aux importations, ça ne sera pas mauvais, Monsieur Sicard, je vous assure, parce que ça permettra d'aider en même temps l'industrie française et la production française qui aujourd'hui est ravagée. Ça va faire monter les prix. Non, très peu, très peu. En moyenne, de 0,8% sur les produits importés, ce qui représente simplement un quart des produits, donc c'est extrêmement peu, et ça permettrait surtout de protéger l'industrie française, de la relancer dans un contexte quand même de concurrence internationale déloyale de plus en plus forte. Or, je vois que rien n'est fait. Monsieur Montebourg était le chantre de la démondialisation, vous vous souvenez, il devait faire le protectionnisme, il avait même écrit un livre là-dessus. Finalement, que se passe-t-il? Il s'est rallié. Il a laissé tomber ses convictions pour sa carrière, c'est tellement classique dans ce milieu politicien UMP et PS, et il a choisi le libre-échange, et il va même voter le traité européen, ce qui est quand même une sacrée trahison pour tous ceux qui ont cru en lui et qui ont cru en ses convictions. Alors sur ce traité européen budgétaire, vous ne le voterez pas, en tout cas vos députés ne le voteront pas. Certainement pas. Mais je pense que sur cette affaire-là, qui est quand même un coup terrible du gouvernement Hollande, parce qu'il n'a rien renégocié contrairement à ses promesses, et nous exigeons, et il faut, un référendum. C'est beaucoup trop grave. Il y a un volet croissance qui est apparu. Oui, un volet croissance qui était de toute façon dans croissance entre guillemets, parce que si l'Union européenne est devenue synonyme de croissance, c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement c'est faux, parce que l'Union européenne est la zone dans le monde qui fait le moins de croissance. L'Union européenne, au contraire, c'est devenu synonyme de récession et d'appauvrissement généralisé des peuples. Non, il faut un référendum parce que c'est un sujet trop grave. Je vais employer un mot dur, mais je suis obligé de le dire, ce traité budgétaire, c'est une véritable monstruosité. C'est une monstruosité enfantée par un autre monstre, ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Parce que ce sera encore moins de souveraineté budgétaire. Ce sont des commissaires non élus à Bruxelles qui vont décider. Et vous savez, quand les gens ne sont pas élus, ils ne sont pas responsables. Voilà. Et devant qui sont-ils responsables? Simplement devant les lobbies et les banques et les grandes banques, les grandes institutions financières qui derrière tout cela, en réalité en coulisses, sont les véritables maîtres de cette politique d'austérité, cette politique ultralibérale, cette politique de saccage social qui va priver la France et la démocratie française d'encore un peu plus de prérogatives et de pouvoir. C'est extrêmement grave et je trouve que le gouvernement Hollande, l'idée de ne pas faire de référendum est quelque chose qui est insupportable. Alors il faut se battre, il faut exiger là au mois de septembre un référendum et puis si le gouvernement est déjà tombé dans l'impopularité, eh bien qu'il saisisse cette chance de faire un référendum pour essayer de le gagner et puis retrouver un petit peu de popularité. Allez, je lance ce défi à M. Hollande, qu'il ait un peu le panache, au moins, voilà, l'audace de faire ce référendum, et puis on verra bien. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, vous savez, c'est un drapeau bleu avec ses plus 12 étoiles, des étoiles qui normalement sont symboles d'espérance. C'est aujourd'hui devenu le barbelé d'une prison. C'est ça qu'aujourd'hui est devenue l'Union européenne, la prison des peuples, et c'est contre ça qu'il faut se battre, et il faut se libérer de cette prison-là, parce que sinon on n'arrivera strictement à rien. On le voit bien aujourd'hui, on est menotté par toutes ces politiques européennes absurdes. Sur ce traité européen, Jean-Luc Mélenchon veut aussi un référendum, il veut manifester pour exiger ce référendum. Vous allez manifester avec lui? On peut manifester avec lui, je pense que ce serait très honnêtement très compliqué. Maintenant, les Français sont tous des Français. Voilà, on ne va pas les trier. Si les Français sont
attachés à leur pays, s'ils aiment leur pays, eh bien on sera tous ensemble, bien sûr. C'est le peuple français, quand il sera réuni, quand il sera rassemblé, c'est là qu'il pourra reprendre son destin en main. C'est là qu'il pourra retrouver une espérance dans son avenir et en donner une à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais vous savez, M. Mélenchon, il n'est pas très conséquent, puisqu'il a appelé, il a fait en quelque sorte la campagne de François Hollande, et il a appelé à voter pour lui. D'ailleurs, il y a la même contradiction à la CGT. Et aujourd'hui, ils viennent pleurer en nous disant « Ah, qu'est-ce qu'on est déçus !» On a cru qu'il allait être le président qui allait prendre la finance comme principal ennemi. On y a cru. Ah bon, vous y avez cru? Vous êtes vraiment naïf, monsieur Mélenchon. Ou vous êtes une sorte de clown politique? C'est un clown politique parce que vous savez, si monsieur Hollande se représente dans 4 ans ou 4 ans et demi, vous verrez que monsieur Mélenchon, une nouvelle fois, le soutiendra alors qu'il aura soi-disant été tellement déçu. Ça n'est pas de la politique conséquente, ça n'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, qu'on fait une politique de vérité par rapport aux Français. Il faut leur dire la vérité. Ce gouvernement est dans la continuité du précédent sur les grands sujets, sur tous les grands sujets. On le voit bien, le même laxisme, la même politique européenne. Eh bien, c'est cela qu'il faut changer. Et ce n'est pas avec des gens qui ont passé 31 ans au Parti socialiste comme M. Mélenchon qu'on y arrivera. Sur l'UMP, la bataille pour la présidence est lancée. Est-ce qu'elle vous intéresse ou pas du tout? Oh, je regarde notamment sur Twitter. J'incite ceux qui sont inscrits sur Twitter, les Français qui nous regardent, à aller voir. C'est intéressant les noms d'oiseaux qu'on s'échange dans cette campagne entre la team Copé et la team Fillon. Hein. Ah oui, parce qu'ils parlent de team là-bas. Ça doit être l'effet Obama. On a oublié la langue française au passage à l'UMP. Maintenant, c'est la team. C'est bien pour un parti qui se dit gaulliste, au passage. Non, et on se lance des noms d'oiseaux. C'est une campagne de très bas niveau entre deux prétendants qui, très honnêtement, se différencient sur peu de sujets. Et puis, je pense que cette question est déjà datée, de savoir qui de Copé ou Fillon l'emportera, puisque déjà tous se tournent vers Nicolas Sarkozy. Alors vous imaginez les 4 ans qu'ils vont vivre là? Vous aurez un nouveau président, peu importe lequel, Copé, Fillon, ça n'est pas mon problème. Puis vous aurez derrière Nicolas Sarkozy qui voudra revenir, qui sera pendant tout le quinquennat en voie de giscardisation en quelque sorte, essayant de manière de plus en plus pathétique de faire des retours eux-mêmes de plus en plus pathétiques, comme il a tenté de le faire déjà sur la Syrie en juillet, essayant de donner quelques conseils ou quelques critiques vis-à-vis de son successeur François Hollande. Ce sera un Nicolas Sarkozy de plus en plus giscardisé, ce qui est quand même ce qu'il y a de plus terrible dans la vie politique française, face à deux prétendants qui seront un peu éclipsés par lui, qui voudront essayer eux-mêmes de le faire oublier. C'est ça l'avenir de l'UMP pour les 4 ans qui viennent. Eh bien, écoutez-moi, c'est pas ça une opposition. Sur la vraie opposition par rapport au gouvernement socialiste, je crois qu'il n'y aura que nous, très honnêtement. Sur un sujet tout à fait différent. Il y a un député socialiste qui a proposé hier de créer des salles pour que les toxicomanes puissent se droguer sous surveillance médicale. Des salles de shoot, oui. Ça vous révolte? Je trouve que c'est une idée de fou furieux. Peut-être lui-même a-t-il passé un quart d'heure dans une salle de shoot à l'étranger pour ressortir avec une idée aussi délirante, qui avait déjà été avancée, il faut le dire, par Roselyne Bachelot, hein, il y a 2 ans. M. Gaudin, lui-même maire de Marseille, UMP pourtant, avait dit qu'il allait en ouvrir une à Marseille. Bon, il avait renoncé. Mais c'est pas mieux que de se droguer dehors dans la rue? Non, je pense qu'il y a une question de philosophie derrière. Vous voyez, moi je ne suis pas là pour réglementer la drogue, je suis là pour la combattre. Je ne suis pas là pour réglementer le vol, je suis là pour le combattre. Je ne suis pas là pour réglementer le crime, je suis là pour le combattre. Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de drogue, qu'il n'y ait plus de vol, qu'il n'y ait plus de crime. Vous savez, le meilleur moyen d'aider un drogué, c'est de faire qu'il ne se drogue pas. C'est le seul et unique moyen efficace de l'aider. Voilà. Alors il faut engager cette guerre contre la drogue qui n'a pas été engagée ces dernières années, qui n'a pas du tout été engagée, bien au contraire. Il y a des quartiers entiers dans certaines banlieues qui ont été livrés, qui sont sous la loi de la drogue, sous la loi de la drogue. Il faut employer les vrais mots. Il y a nos frontières qui ne sont plus contrôlées, qui ne sont plus maîtrisées, notamment avec Schengen. Il faut reprendre le contrôle de nos frontières et lutter contre les trafics internationaux qui rentrent. Il faut faire en sorte que les trafiquants soient beaucoup plus sévèrement sanctionnés. Il faut faire en sorte que les consommateurs aussi soient sanctionnés, parce qu'il n'y a pas de raison d'abandonner le combat. Voilà ce qu'il faut faire. Mais vous savez, ça ne m'étonne pas de la part d'un gouvernement qui compte Mme Duflot parmi ses ministres, la ministre Pétard, la ministre Join, qui nous avait dit il y a peu de temps en juin. C'est un peu sévère quand même, non? Non, quand elle nous avait dit en juin dernier, d'ailleurs elle s'était faite rappeler à l'ordre assez mollement quand même, mais quand même par le Premier ministre, elle nous avait dit qu'il faut traiter de la même manière le cannabis que l'alcool ou le tabac. Non, elle n'a certainement pas lu les études qui viennent de sortir et qui disent qu'un adolescent qui prend régulièrement du cannabis, eh bien il voit ses capacités intellectuelles diminuer fortement dans la plupart des cas à l'âge adulte. Bien, ce n'est pas très responsable de la part du ministre de dire cela, et c'est encore moins responsable de la part de ce député, M. Le Guen, que de vouloir ces salles de shoot, parce que je trouve que c'est une idée extrêmement dangereuse en termes symboliques, philosophiques et concrets. Merci.
Merci à vous. William, c'est à vous.